qu'il y aura des hommes. L'homme qui est assis en face de moi aujourd'hui a passé 20 ans à raconter les histoires des autres avant de trouver la sienne. Ancien publicitaire, aventurier, entrepreneur, rêveur, il a quitté Paris pour Buenos Aires, puis Buenos Aires pour Nice. Et c'est là, à une trentaine de kilomètres de la Croisette, sûrement en regardant la Méditerranée si belle, qu'il a eu une idée folle. Sauver le véritable tapis rouge du Festival de Cannes pour le transformer en œuvre d'art. Un projet poétique, philosophique, presque spirituel, qu'il a baptisé Éfernel. Alors il est là, de passage à Paris, chez Orso Média, de bon matin, à l'heure, même un peu en avance, veste grise sur t-shirt blanc, et il a même pensé au croissant. Bonjour et bienvenue Didier Zakin. Bonjour Julien, merci de me recevoir. J'adore cette intro. À part pour TQDH, que faites-vous donc à Paris ? J'ai quelques rendez-vous, des galeries, des expos aussi à voir. J'ai aussi des personnes qui m'aident dans ce projet, une philosophe, une chercheuse en art. Et voilà, je fais le petit tour aussi des copains, des popotes avec un anniversaire samedi soir. On va fêter les 50 ans d'un copain. Mais alors justement, vous allez nous parler de ce projet. Comment naît une idée aussi folle que celle de récupérer le tapis rouge de Cannes ? J'ai 17 ans, je rentre de boîte de nuit, il est 3h du matin. On est d'accord qu'aujourd'hui, vous n'avez plus 17 ans ? Ça fait 30 ans que j'ai plus 17 ans. C'est ça, on est d'accord, ok. Un peu éméché, je passe devant les marches de Palais Festival et puis je vois Bernard ou Bertrand, je sais plus, qui est en train d'enrouler le tapis du festival et puis de le jeter en fait à la poubelle. Et je lui dis, écoute, tu me filerais pas un petit morceau du tapis ? Tu sais, il y a Steven Spielberg qui vient de monter les marches. J'adore, je suis cinéphile. C'est juste un petit souvenir en fait de cette soirée qu'on vient de passer. Et puis le gars me dit, écoute, rentre chez toi. Il y a un protocole, c'est interdit, c'est pas possible. Tout ça, c'est strictement interdit. Et puis voilà, puis je grandis avec cette espèce de fantasme, on va dire, de pouvoir un jour récupérer un bout du tapis qui représentait beaucoup plus qu'un tapis pour moi, puisque je voulais être cinéaste, je voulais travailler dans le cinéma, je voulais être réalisateur. Et puis j'ai pas réussi. Et puis voilà, j'ai grandi avec cette idée qu'un jour je pouvais récupérer un petit bout de ce tapis, un petit bout de cette icône. Et ça n'a jamais été possible. Jusqu'au jour où, en 2021, je tombe sur un article dans la presse qui parle de la seconde vie du tapis, puisqu'il est maintenant offert, en tout cas vendu à une ressourcerie qui va se charger en fait de le transformer. Mais alors attendez, juste rappelez-nous quelque chose. Le tapis rouge de Cannes est changé tous les jours ? Il est changé tous les jours, 3 fois par jour. Il y a 3 séances. Fois par jour, ok. Voilà, absolument. Et il mesure combien ? 60 mètres de long. Donc il y a 60 mètres de long de tapis qui chaque jour, avant, étaient donc jetés et qui maintenant, heureusement, sont donnés. Voilà. Ok. Vous dites que ce tapis est un symbole de notre époque. C'est-à-dire quoi ? Il est que de passage, il a 5 minutes de notoriété, c'est ça ? En fait, ouais, j'ai toujours pensé que ce tapis il était un peu en CDD, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le deuxième événement le plus suivi du monde. Des gens qui rêveraient en fait de pouvoir fouler en fait les 24 marches du Palais Festival, et finalement il y a un côté hyper inaccessible et en même temps hyper désirable. Oui, en fait il existe 15 jours par an, et puis finalement il disparaît, c'est-à-dire qu'il disparaît physiquement et presque même symboliquement, parce qu'après on le retrouve plus ce tapis, en fait il n'existe plus nulle part ailleurs. Qui le produit, Alors, c'est secret, on ne sait pas trop. D'ailleurs, on ne connaît pas non plus la couleur exacte du tapis rouge. D'ailleurs, il y a 2 tapis rouges. Il n'y a pas un Pantone ? Il y a un Pantone en réalité, mais on dit que la recette est cachée. Mais on ne sait pas qui le produit. On ne sait pas si c'est une fabrication française. On ne sait pas. Mais c'est pas possible. On pense que c'est une fabrication française. Mais pourquoi on ne sait pas ? Pourquoi un tel secret autour d'un tapis rouge ? Aucune idée. Idée. C'est assez opaque tout ça en fait. J'ai essayé de rencontrer en fait les gens qui l'installent, les gens qui le fabriquent, les gens qui vont le teindre en réalité dans ces couleurs si particulières, parce que en réalité on parle du tapis rouge. Il y a 2 couleurs de tapis rouge. En réalité il y a 2 tapis rouges. Il y a un rouge Rosso, il y a un rouge Teatro, le rouge des marches et le rouge des ailes. Et tout ça, c'est un petit peu secret. Moi, je me suis amusé avec une chimiste à analyser en fait le polypropylène, donc en fait ce tapis qui n'est pas un tapis en réalité, ce n'est même pas une feutrine, c'est juste un morceau de plastique qui a été teinté. Et on s'est amusé à analyser aussi la couleur des 2 rouges. Et on s'est rendu compte que le rouge Rosso donc, correspondait précisément au Pantone de notre sang. Et le rouge Teatro correspond précisément aux couleurs de notre autre sang, puisqu'on a 2 couleurs de sang. Et on se dit, est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Au même titre qu'en fait, il y a 24 marches qui montent au palais. Et c'est un petit clin d'œil de l'architecte Villemotte qui a voulu rendre hommage en fait, aux gens qui fabriquent des films et qui fabriquent des films à partir de 24 images par seconde. Et donc voilà, donc il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont cachés, des petites histoires secrètes, mais encore une fois, pas de certitude, pas de preuves, pas grand-chose finalement.
Ce projet, vous l'avez nommé Éphémernel, qui est la contraction d'éphémère et d'éternel. Mais donc, vous en faites quoi de ce tapis? Qu'est-ce que ça devient une fois que ça passe dans les mains de Didi Zakin? En fait, j'en fais des œuvres. J'ai longtemps voulu rendre cette icône en fait éternelle en me disant qu'un jour, il allait pouvoir disparaître. Soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons idéologiques, etc. Et puis finalement, en creusant la raison de l'existence même de ce tapis, en fait, on remerciera Yves Mourouzi un petit peu plus tard, qui a volé l'idée en fait aux Oscars pour événementialiser encore plus en fait le Festival de Cannes. En fait, on se dit un jour ce tapis disparaîtra et il faut le sauver, il faut le sauvegarder. On ne sait pas en réalité. Tout se casse la gueule. Enfin, tout part en cacahuète en ce moment. Donc vous êtes vachement optimiste, c'est agréable. J'ai bien fait de vous voir un matin à 9h. Un matin. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment si ce tapis disparaîtra, on ne sait pas vraiment si le Festival de Cannes continuera à exister, ni même s'il restera à Cannes. On parle souvent de la menace de Netflix et des plateformes, on parle souvent de l'IA. Voilà, il y a des grèves dans tous les sens, etc. On ne sait pas tellement. Donc, moi, mon idée, c'était de pouvoir sauver cette icône mondiale du cinéma, du 7e art, et de le rendre éternel d'une manière ou d'une autre. Mais pour en faire quoi? Moi, je sais, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas. Pour en faire des œuvres d'art. J'ai longtemps pensé à le préserver, à le cacher, à le mettre dans des coffres forts, sauf qu'on ne peut pas mettre une tonne de tapis dans le 60 mètres carrés, 60 mètres de long, pardon, de tapis dans un coffre. 900 kilos chaque année. C'est beaucoup quand même. En fait, le seul endroit où on préserve finalement ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il y a de précieux, c'est dans les musées. Donc vous en faites des œuvres d'art. Des tableaux? Oui, c'est des tableaux, c'est des sculptures. Alors, je peins pas beaucoup, mais je fais plutôt de l'art plastique, donc beaucoup de sculptures et des tableaux. Oui, effectivement, on peut appeler ça des tableaux. Qui ont tous le même format, qui ont tous les mêmes décors? Pas du tout. À chaque fois, c'est une œuvre unique. Ouais, et c'est vous qui les faites? Oui. Tous. Je vous ai vu sur un film, là, vous êtes parti en Bolivie avec un morceau du tapis. C'est ça? Vous êtes parti à combien de mètres? Je suis parti avec 150 mètres de tapis. Et vous êtes allé où? J'ai vu des images comme dans un désert de sel ou un désert de... Oui, on est parti sur le salar de Uyuni, en fait. Donc c'est à 3600 mètres d'altitude, en Bolivie, après un long voyage où l'idée, c'était d'aller confronter plein de choses, en fait. Il y a peu de gens qui... En réalité, la genèse de ce projet, c'était de se dire, il y a peu de gens qui pensent que le tapis a une véritable histoire. Il y a peu de gens qui pensent que le tapis est sacré. Il y a peu de gens qui pensent que le tapis est une icône éternelle. Et donc, moi, je me suis un peu fixé comme objectif d'aller prouver à tous ces gens-là que ce tapis, il pouvait avoir le même statut, la même merveille qu'une des 7 merveilles du monde, à savoir le salar d'Uyuni. Et donc, je voulais fondre ce rouge dans ce blanc. Je voulais fondre cette matière industrielle dans ce sel, dans cette matière naturelle, et essayer de voir si, effectivement, à partir d'une matière qui est du plastique, du pétrole en réalité, on arrivait à créer quelque chose de merveilleux. Et le résultat est assez bluffant, et j'espère avoir réussi à créer une œuvre, alors bien sûr éphémère, puisqu'on n'a rien laissé sur place, évidemment, on a tout ramené, tout était protégé, mais voilà, j'espère avoir réussi à créer une œuvre qui montre, en fait, qui élève le tapis au statut d'œuvre d'art. C'était mon objectif. Mais où est-ce qu'on peut les voir, ces œuvres? Et d'ailleurs, même où est-ce qu'on peut les acheter? Parce que votre idée, c'est peut-être aussi de les vendre au public, non? C'est pas que de les mettre dans des musées? Alors, pour l'instant, j'expérimente beaucoup. Je travaille, je cherche. Je suis pas du tout artiste. En tout cas, je viens pas de ce sérail-là. Je viens de la publicité, comme vous l'avez dit. Donc, pour l'instant, j'expérimente. On ne naît pas artiste, mais on le devient. On le devient, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça prend plus ou moins de temps. Donc là, ça fait 4 ans, maintenant, depuis 2021. Vous n'arrivez pas à dire que vous êtes artiste? Ça me gêne encore. Ça me gêne encore un peu. Le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, pas tellement de l'imposteur, parce qu'en réalité, le fait de ne pas le dire, finalement, ça me... Voilà, je le dis pas, donc je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je suis assez fier d'avoir eu une idée que les gens n'ont pas eu, d'autres n'ont pas eu. D'ailleurs, on m'a souvent dit, David Lisnard, Claude Lelouch, etc. C'est vrai, personne n'a vu ça, personne n'a vu ce que vous avez vu. Donc je suis assez fier de ça. Maintenant, passer de publicitaire, d'entrepreneur à artiste, je pense que le chemin est encore un petit peu long, mais j'y travaille. Mais vous avez quand même envie de les vendre, ces œuvres? Les exposer, plus que de les vendre. Les exposer. D'accord. Et justement, là, vous citiez David Lisnard, vous citiez Claude Lelouch. J'imagine que vous avez vu ça aussi avec les organisateurs du festival, non? Vous êtes allé voir qui au départ pour récupérer ce tapis? Et pour en priver donc la ressourcerie? J'ai été voir justement la ressourcerie à Marseille en leur disant, écoutez, voilà, je rêve d'acheter le tapis depuis toujours, vendez-moi tout. Et donc là, évidemment, à Marseille, on a beaucoup rigolé parce que ça représentait 900 kilos de tapis que j'ai transporté directement chez moi à Nice sans savoir véritablement quoi en faire. J'imagine tout à fait la gueule de votre femme, vous voyez arriver avec 900 kilos de tapis rouge. C'était drôle. Et vous l'avez acheté combien? Ça coûte, je crois, 1 euro le kilo ou 1,50 € le kilo. Donc ça vous a coûté 900 balles? Ouais, à peu près, ouais. Okay. À peu près. Et vous en avez acheté que 900 kilos? Chaque année, j'en achète 900 kilos, ouais.
Donc tous les Ça ans fait maintenant, beaucoup. la ressourcerie vous attend. À peu près, voilà. Mais vous passez plus par la ressourcerie maintenant. Si. Vous n'allez pas directement le récupérer en bas des marches. Non, c'est interdit. Encore On peut aujourd'hui. pas, ouais. Et pourtant ils savent que c'est vous qui allez le récupérer. Ouais, pas entièrement, parce qu'en réalité, je rachète pas la totalité du tapis, en fait. Il y a d'autres personnes qui en profitent pour faire d'autres choses. Mais non, je continue à passer, en fait, par la Réserve des Arts à Marseille, qui me le vend chaque année. Et alors, qui j'ai été voir la première fois, c'est eux. Et ensuite, j'ai été voir la directrice de la culture de la ville de Cannes. J'ai été voir David Lisnard, évidemment, le maire de Cannes. Et puis là, j'attends impatiemment un rendez-vous avec Thierry Frémaux, donc le secrétaire général du Festival du film, qui trouve le projet très intéressant. Mais voilà, c'est un peu la chasse. C'est quoi sa réserve? C'est quoi le musée? On sait pas trop. Je sais pas. Je veux pas parler à sa place. J'attends de le rencontrer pour qu'il me dise. Mais pourquoi ça prend autant de temps à valider en fait un projet et qu'on puisse le lancer et qu'on puisse le lancer quoi, ensemble. Le projet? Qu'est-ce que vous voulez lui faire valider? En fait, je voudrais en fait faire partie de l'organisation du Festival du film pour pouvoir montrer en fait ce travail-là, c'est-à-dire montrer à un moment donné le tapis rouge d'une façon à ce que personne ne l'a déjà montré, ne l'a déjà vu. C'est ça mon idée. Et j'espère y arriver. C'est quand le rendez-vous? J'ai pas de date. Okay. J'ai pas de date. Je sais en ce moment qu'il est à Buenos Aires, ville où je voulais l'accompagner justement pour montrer mes œuvres, dans le cadre de la semaine du Festival de Cannes à Buenos Aires. Chaque année, ils organisent ça en fait avant un grand festival, avant un grand marché du film. Voilà, j'ai pas pu y aller cette fois-ci, mais c'est dommage parce que vous avez vécu à Buenos Aires. Ouais, 5 ans. Vous auriez pu en plus l'emmener découvrir des petites rues, il connaît des bien. restos. Ouais, apparemment, il est assez fan de la Patagonie. Il connaît bien, mais voilà, c'était pas le bon moment. Ok. Didier Dakin, je l'ai dit, vous venez de la publicité. Vous avez longtemps vendu du rêve pour les marques. Comment vous regardez aujourd'hui ce métier? Je le regarde plus, puisque en fait, je regarde plus beaucoup de publicité. J'ai vécu des années où, dans la publicité, tout était merveilleux, tout était possible. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des créatifs qui étaient complètement fous et qui proposaient des idées qui semblaient absolument infaisables. Et finalement, quand on a le client en face qui dit « bah ouais, pourquoi pas ?» Et puis donc j'ai grandi dans ces années un peu folles. Alors je suis arrivé après Frédéric Becbédé évidemment où tout était encore plus fou, mais je passe d'un monde où tout était merveilleux, tout était possible, à un monde où tout devient très, très mesuré, très compliqué, très segmenté. Il faut faire attention à qui on montre, à ce qu'on montre, dans quel budget, dans quelle proportion. La prise de risque est complètement différente. Et puis le média a changé. On n'a plus tellement la même surface d'expression qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la publicité sur quelques centimètres carrés, en fait, sur un téléphone, sur une tablette. Le média ou le médium a changé? Le médium a changé. Ouais, c'est ça. Le médium a changé, absolument. Et est-ce que la communication a encore du sens aujourd'hui ou est-ce qu'il faut la réinventer? La communication telle qu'on l'entend, justement. Publicitaire? La communication tout court, parce qu'après avoir été publicitaire, vous avez aussi une boîte de com, donc vous avez continué à parler des autres. Mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu lassé de répéter sans cesse la même chose ou de devoir à chaque fois vous réinventer? Oui, et puis de promouvoir en fait des produits ou des services qui n'étaient pas les miens et avec lesquels j'avais plus ou moins de distance. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet Fernel, je me suis dit tiens, finalement ça fait 20 ans que je parle des autres et des autres produits. Est-ce qu'à un moment donné j'ai pas envie de parler de moi, ou en tout cas pas forcément de moi, mais du tapis, d'une icône qui entre guillemets m'appartiendrait, en tout cas dont je serais le propriétaire. Et voilà. Après oui, je pense que les gens se parlent de moins en moins. Enfin ça c'est un peu une banalité de se dire ça, mais moi j'adore venir à Paris et j'adore qu'on me prenne pour un fou parce que je parle aux gens dans le métro et je parle aux gens sur les terrasses, donc ça m'amuse beaucoup en fait de pouvoir. Et qui vous allez prendre comme publicitaire ou comme dire de la com sur ce projet Fernel? Je sais pas, j'aime bien, j'avais écouté d'ailleurs un de vos podcasts en fait, c'est ce qui m'a fait vous appeler la première fois, Georges Mohamed Chérif, que j'aime beaucoup. Le patron de Buzzman. Ouais, patron de Buzzman. J'avais adoré le rencontrer, très très ouais. Bon épisode, mais on a reçu aussi Becbédé. Hein. Vous avez reçu Becbédé aussi que j'aime beaucoup, alors lui je pense que ça y est maintenant il a... Ouais. Il a un peu rangé des bagnoles. Il a un peu rangé. Il est sur autre chose. Non, je sais pas. Mais si Georges, il est à Marseille. Donc peut-être qu'il est même touchable. Georges, il est poissonnier à Marseille, je crois maintenant. Ouais, poissonnier Kennedy. Il n'est pas que poissonnier. Je crois qu'il a 1000 cordes à son arc. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais je serais ravi de lui en parler. Je pense que ça le ferait beaucoup rire. Non, je suis assez proche des gens de chez Publicis, notamment de chez Marcel. Voilà, on parle d'opportunités en fait, mais je crois pas que ce soit un projet. C'est pas un produit de pub. Non, je crois pas que ce soit un projet qui ait besoin de campagne de publicité en réalité. Je pense qu'on a besoin, j'ai besoin de rencontrer ce qu'on appelle les faiseurs de roi, ces gens qui d'un coup vous disent waouh, c'est génial, on y va, allez, on y va ensemble, voilà. Didier Dakin, est-ce que vous aimez l'époque dans laquelle vous vivez ou est-ce que vous pensez que c'était mieux avant? C'est une question compliquée. J'aime la ville dans laquelle je vis.
J'aime le soleil, j'aime la mer. Donc là, vous parlez de Nice, je le rappelle. Je parle de Nice, voilà. Je parle de Paris... Nice et surtout de Cannes, parce que voilà, je vis à Nice et je travaille à Cannes. Oui, l'époque est compliquée, je crois, pour tout le monde. Après, il faut rester positif, je crois, et essayer de se dire qu'il y a des petits plaisirs en fait dans le quotidien à attraper, à capter. Et puis, je crois aussi qu'il faut s'ouvrir l'esprit, voyager et voir aussi que l'herbe n'est pas forcément plus belle ailleurs, plus verte ailleurs, et qu'on n'est pas si malheureux ici en France. Alors oui, bien sûr, il y a des ajustements, mais je crois que si on coupe un tout petit peu la télé et qu'on reparle et qu'on se reparle entre nous, je pense qu'on serait un petit peu plus heureux. On coupe la télé, mais en revanche, on garde les podcasts. Oui, bien sûr. Ce podcast, justement, s'appelle Tant qu'il y aura des hommes. Alors, Didier Zakin, j'aimerais connaître votre définition de ce que c'est que d'être un homme. Alors, on parlait de l'émission du podcast avec Bec BD, et je me sens assez proche de ce qu'il disait, c'est-à-dire que, en fin de compte, moi, j'ai envie de dire, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire, je sais plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui foutent le camp et tout est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a demandé à un moment donné d'être gentleman, mais pas trop. On nous a demandé d'être successful, mais pas trop, parce que ça fait de l'ombre à l'autre, ou ça fait le gars qui se la raconte. On nous a demandé d'être protecteur, mais pas trop non plus. Donc, moi, je crois que c'est très difficile de répondre à cette question, et je crois que je ne sais pas aujourd'hui ce qu'est un homme. Vous ne savez pas ce qui vous définit comme étant un homme ? Si un de vos enfants, vous êtes père de 3 enfants, vous dit « Papa, pourquoi t'es un homme ?» Vous allez lui répondre quoi ? Vous n'allez pas lui dire « Je ne sais pas pourquoi je suis un homme ». Parce que je suis né comme ça et parce que je suis un maillon de la chaîne, en fait, que j'essaye d'honorer avec les valeurs et les traditions qui m'ont été confiées dès le départ et que j'essaye de transmettre à mon tour à mes enfants du mieux possible. Mais alors, est-ce qu'on devient homme ou est-ce qu'on finalement on reste en construction toute sa vie ? Je pense qu'on reste en construction toute sa vie. Ouais, je pense qu'on n'a Qui pas ont fini. été vos modèles, vos repères masculins néanmoins ? Alors, à différentes époques de ma vie, j'ai eu des modèles et c'est surtout des personnages de films. Je pense notamment à Jacques Mayol. C'est peut-être grâce à lui que j'habite à Nice, au bord de la mer. Ensuite, je pense à Colonel Frank Slade. C'est le personnage principal du Temps d'un week-end. Qui a un rôle très particulier avec un jeune en fait que j'ai longtemps rêvé d'être pour retrouver en fait ce côté paternel, cette relation en fait où on s'occupe un petit peu de moi, où on prend les choses en main. Et puis après il y a eu ce fabuleux personnage qui s'appelle Ed dans Big Fish qui raconte des histoires, et c'est un peu ma vie de raconter des histoires. Je fais ça depuis 20 ans et puis là je continue à le faire avec le tapis rouge. Et est-ce qu'il y a un homme que vous avez vraiment connu, un homme qui ne sort pas de la fiction, que vous ayez eu envie de dépasser ou dont vous ayez eu envie de vous affranchir ? Maurice Lévy, président de Publicis. Vous avez envie de le dépasser, vous avez voulu vous en affranchir ? En fait, j'ai eu envie d'être son copain. J'ai eu envie de le côtoyer, de le fréquenter pour qu'il se dise... ce petit gars-là, il me fait penser à moi. Il me rappelle en fait tout ce que j'ai fait dans le passé. Il est malin et oui, je vais essayer de lui confier une partie de mon projet et de mon rêve. Et ça n'est pas arrivé, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré par son histoire, par son charisme. Et vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré 2-3 fois, ouais. J'ai travaillé aussi pour Publicis. Et il vous a pas pris sous son aile ? Non, pas vraiment. Non, mais vous avez réussi à aller le séduire ? Vous avez réussi ? Ouais, j'ai réussi à le séduire par l'idée en fait que j'avais eue quand j'étais en Argentine d'aller délocaliser la création des idées publicitaires, où en fait c'était plus forcément les créatifs des grandes agences qui imaginaient leur campagne, c'était d'autres créatifs en fait en Argentine. Et voilà, on a été assez loin d'ailleurs dans les discussions, dans les négociations, mais voilà, ça n'a pas abouti parce que il y avait d'autres opportunités, je crois, pour eux en fait, notamment dans le digital. Avant de continuer sur votre carrière, Didier Zakin, et de reparler des Fernel, évidemment, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le passé. Je trouve qu'on connaît bien un homme quand on en connaît le début de l'histoire. Alors, vous êtes né où et vous avez grandi où ? Alors, je suis né à Antibes. J'ai grandi à Antibes. Et puis, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté ma province pour arriver à Paris et puis commencer mes études. Vous êtes né dans quel milieu social ? Confortable, je dirais. Confortable. Mon père artisan, serrurier, de grand-père en petit-fils, j'ai envie de dire. On a grandi d'abord dans un petit appartement très mignon, et puis après, avec l'argent qu'ils avaient gagné, ils ont acheté une jolie petite maison où je me souviens de la piscine qu'on avait, où tous nos copains venaient en fait quasiment tous les jours dès qu'il faisait beau. Et puis la famille, les cousins, les copains, enfin ouais, tout le monde. Et j'ai eu une enfance très heureuse, je crois. Très et heureuse. Votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle travaillait pas. Elle a travaillé un tout petit peu avant notre naissance, et puis après, elle s'occupait de nous. Vous avez combien de frères et sœurs ? 2, un plus grand, un plus petit. D'accord.
C'est facile ça d'être le deuxième, tout le monde en parle toujours. Non. Qu'est-ce qui est difficile dans la position de second? En fait, on s'occupe du premier et du dernier, pas forcément de celui qui est au milieu. Donc forcément, on est amené à faire des choix par nous-mêmes. Et c'est ce qui nous construit d'ailleurs, parce qu'on se trompe beaucoup. Et puis finalement, on est naturellement recadré par les modèles qu'on a, par l'éducation, par les tontons, par tous ces gens-là qui nous entourent en réalité. Ils étaient comment vos parents avec vous s'ils s'occupaient pas trop de vous? Ils étaient exigeants, ils étaient tendres, ils étaient carrément absents avec vous? Non, pas absents, mais tendres. Vous voulez nous faire pleurer? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais un peu ce que je voulais. C'est-à-dire que comme j'étais le deuxième, on s'occupait pas de moi. Du coup, voilà, si j'avais envie de partir, je partais. Si j'avais envie d'acheter quelque chose, je l'achetais. Vous ne se rendez pas compte de votre absence? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ouais, c'est pas tellement une absence. On se rendait pas tellement compte en fait de mes problématiques, de mon existence. Voilà. Tout allait bien en réalité. J'étais un bon petit garçon, je crois. Donc je posais pas beaucoup de problèmes en fait autour de moi. Et donc on m'a fait confiance et j'arrivais à obtenir à peu près ce que je voulais. À quoi ressemblaient les fêtes de famille chez vous? Si vous y étiez convié, Didier. si vous aviez le droit d'y assister, si on n'oubliait pas de vous inviter. C'était des grandes tablées, bien évidemment. On était 20, 30 personnes, ça parlait très fort, ça criait, ça se disputait souvent aussi. À quel sujet? Affaire de famille, forcément, parce que le grand-père avait fait des préférences en fait entre. Décidément, c'est un truc de famille d'avoir des préférences. Ouais, l'aîné, le deuxième, le troisième, et puis la dernière, la petite fille en fait qui était là, qu'on a beaucoup favorisée au détriment des autres. Et puis il faut pas oublier que il y a aussi les belles filles qui sont là et qui représentent une menace en fait pour la famille. Donc en tout cas aux yeux du grand-père et aux yeux des autres enfants. Donc forcément ça criait beaucoup. J'avais un grand-père qui finissait toujours ses repas par un verre, 2 verres, 3 verres de bourra, donc cet alcool tunisien en fait, l'alcool de figue, voilà, qu'on a sur toutes nos tables, à toutes nos fêtes. Et donc ouais, il était assez, voilà, le volume sonore était très élevé. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez goûté la bourra? La première fois que j'ai goûté la bourra, je pense que c'est par erreur. Quand j'avais 13 ans, dans une soirée, j'avais très très soif. Je vais prendre un grand verre d'eau en fait, et malheureusement, c'était pas de l'eau, c'était de la bourra. Je me souviens plus comment j'ai fini la soirée, très honnêtement. Mais j'aime ça. Bah oui, j'adore ça. Bien sûr, c'est un peu votre Madeleine de Proust, non? Ouais, un petit peu, ouais, j'aime ça. Quel adolescent vous avez été? Indépendant, encore une fois. Mais vous étiez bon à l'école? Vous faisiez que des conneries? C'était quoi Non, l'idée? j'étais plutôt moyen. J'ai grandi au bord de l'eau, donc je passais beaucoup plus de temps en fait à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc je faisais du surf, je faisais du snowboard quand c'était l'hiver, je faisais de la planche à voile, je faisais du skateboard. En fait, j'étais tout le temps à l'extérieur, entouré de pas mal de copains qui évoluaient en fonction des écoles que j'ai fréquentées, des classes que j'ai fréquentées. Et on était entouré de filles, bien sûr. On avait un petit peu de sous, on avait un peu d'argent de poche, donc on pouvait à peu près se payer ce qu'on voulait. Et puis on était heureux avec un pain bagna sur la plage et juste 2-3 copains et 2-3 copines qui étaient autour de nous. Voilà, c'est une enfance assez sympa, une adolescence assez sympa. Tant que je vous ai sous la main, est-ce que vous pouvez redonner la recette précise du pain bagna, s'il vous plaît? Alors la question, c'est avec ou sans pommes de terre. C'est surtout ça. Hein? Ouais, parce que maintenant. Sans pommes de terre, non? Bien sûr. On a vu aussi des pains bagna avec des haricots verts. Quoi? Ouais, ça devient une salade niçoise, votre histoire. Ouais, en fait, ils disent que le pain bagna, c'est une salade niçoise en fait dans un pain. Stop. Faut arrêter les bêtises. Non. On est d'accord, mais on est absolument d'accord. Alors, j'aimerais qu'on remette les points sur les i. Qu'est-ce que c'est qu'un pain bagna? D'ailleurs, on dit même pas un pain bagna, on dit un pan bagna. Un pan bagna, absolument. Merci. Un pan bagna. Dans un pan bagna, en fait, on a déjà un très très bon pain qui est fait maison, on va dire. On a du thon, mais pas le thon en miettes ou le thon en boîte, évidemment, qu'on va trouver. On va plutôt aller chercher du vrai thon, en fait, ou de la ventrèche de thon. Ce serait l'idéal. Et puis après, tout le reste, les œufs, alors des anchois, évidemment. Et puis c'est de l'huile d'olive. Il n'y a pas d'ail? Non, on met pas d'ail, non. D'accord. Non, on met pas d'ail. C'est délicieux. Enfin voilà, c'est un voyage. C'est nous, quoi. C'est Nice. C'est vrai que c'est vraiment délicieux. À quel moment vous avez eu envie de raconter, de communiquer, de créer? Quand vous dites que vous êtes venu à Paris à 18 ans, vous saviez déjà ce vers quoi vous aviez envie d'aller? Ouais, je me souviens de l'entretien que j'ai passé pour la première fois dans une agence, en fait, qui était, je crois, une filiale de Publicis. Le patron qui s'appelait Eric, je me souviens très bien, me disait, vous savez, on a beaucoup de candidatures, en fait, on ne sait pas vraiment si on va vous prendre, parce que si, parce que ça, etc. Et en fait, je suis parti de cet entretien en disant, écoutez, vous avez qu'à décider ce que vous voulez, je sais qu'un jour je serai à votre place. Et il m'a recruté. Voilà. Et ma carrière dans la publicité a commencé. Vous avez recruté pour être sûr que vous ne preniez pas sa place, justement. Peut-être, ouais. C'est peut-être. ça. Ouais, peut-être. On va le garder sous le coude, comme ça on est tranquille. Mais pourquoi vous avez choisi la publicité? Qu'est-ce qui vous est rêvé? Parce que vous n'étiez pas créatif, vous? Non, pas tellement. Je rêvais de travailler dans le cinéma. Et puis mon père m'a dit, écoute, mon fils, va te trouver un vrai métier. Mais dans le cinéma quoi, en tant qu'acteur? Non, je voulais plutôt écrire, en fait. Je voulais plutôt écrire des films, en fait, écrire des histoires. J'ai beaucoup grandi, en fait, avec toutes les histoires de mon grand-père. Pourquoi c'était qui votre grand-père?
Mon grand-père, c'était un juif tunisien qui ramène sa famille en fait de Tunisie après les émeutes, qui d'abord arrive à Marseille et puis ensuite s'installe à Antibes et qui nous berce, mais littéralement nous berce en fait avec ma grand-mère bien évidemment de toutes les histoires fabuleuses, merveilleuses qu'il aurait vécues en Tunisie. Alors un coup, il a été chercheur d'or. Un coup, il a été C'est bien chimiste. connu. La Tunisie, c'est vraiment une terre Non, mais d'or. c'est incroyable. Non, mais vraiment incroyable. Et d'ailleurs, si vous me posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez prendre un café là maintenant tout de suite? Ouais, c'est lui, vraiment, parce que j'ai envie de lui dire, mais c'était vrai ou pas? Non, mais vraiment, Mais cette qu'est-ce histoire que de ça peut pièce d'or. faire finalement que ce soit vrai ou pas? Ben, rien, justement. Je pense qu'il faut pas le savoir. Non, il faut pas le savoir. Non, je pense qu'il faut pas Alors avoir il a cette été quoi, réponse-là. chercheur d'or? Alors, il a été chercheur d'or, il a été chimiste, il a été physicien, il a été, je crois, dresseur de chevaux ou de quelque chose comme ça. Il a été aussi architecte parce qu'il a construit des maisons. Et en fait, je crois juste qu'il était employé à l'EDF, quoi. Mais Mais non, mais vous pouvez quand même le savoir, ça. ben non, parce que tout le monde a disparu. Et puis, quand j'ai cherché à avoir des preuves, j'ai trouvé des morceaux de preuves. Par exemple, mon oncle, qui est maintenant décédé, en fait, n'avait plus de poils sur sa jambe. Et je lui disais, mais comment c'est possible en fait que tu aies un trou, en fait, que tu sois complètement imberbe en fait cette partie de cette jambe-là. Et il me raconte en fait que son papa, donc mon grand-père, aurait mis au point visiblement une crème dépilatoire où après l'avoir appliquée juste une fois, en fait tous les poils ne repoussent plus jamais à vie. Donc c'est compliqué quand même de le savoir. Donc on a cherché la recette, j'ai questionné ma grand-mère, mon autre oncle, etc. Et tout le monde me dit que oui, c'est vrai, la preuve en est. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de poils. Mais Comment il s'appelait votre grand-père? il s'appelait Émile. Ok. Émile. Et la personne qui a fait l'objet du cobaye s'appelait William. Vivi, on l'appelait. Voilà. Et Émilie, vous aimeriez écrire sur lui? C'est pas trop tard pour faire du Non, cinéma? je sais pas si c'est sur lui, mais en tout cas, je pense que c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de raconter ces belles histoires. Et c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire que moi, je me projetais vraiment dans des histoires qui ont existé ou pas. D'ailleurs, très souvent, avec ma femme, quand on raconte la même histoire de ce qui nous est arrivé en fait dans le passé, que ce soit lors de notre rencontre ou en Argentine, on n'a pas du tout la même version. Ça, c'est assez Pas fréquent. du tout la même version. C'est-à-dire que moi, je n'ai absolument pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais vraiment pas. C'est-à-dire quand elle me dit que le petit a crié pendant 2 ans parce qu'il était allergique au lactose, je lui dis, mais en fait, je pense que c'était pas notre enfant dont tu parles. Mais pas du tout. C'est-à-dire que je me rappelle pas du tout de ce moment-là. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied là auprès de toutes pas les grave. auditrices C'est pas très grave. qui se disent, mais attends, il se fout du monde ou quoi? C'est-à-dire Non. qu'il s'en est pas occupé pendant 2 ans, c'est elle qui s'est Je m'en tapé suis tous pas les occupé pleurs et les trucs. forcément. J'étais occupé à raconter des histoires et à voyager entre Buenos Aires, Paris, Londres, Berlin, etc. Malheureusement. D'accord, on va rappeler quand même que votre femme a aussi un métier puisqu'elle est architecte. Absolument. Je crois m'être rattrapé après parce que j'ai finalement... voilà. Je vous le souhaite. Arrêté. Quand vous avez fait de la publicité pendant aussi longtemps et de la communication, qu'est-ce que finalement vous faites comme bilan? Qu'est-ce que vous avez appris sur les hommes et sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui? Mes années dans la publicité étaient encore une fois merveilleuses. Ce que j'ai appris sur les hommes, c'est que ce sont des relations qui sont très éphémères, très intéressées. On construit tout pour tout jeter 6 mois plus tard, parce qu'une fois que le film, en fait... Parfois, on il est construit passé. tout pour tout jeter 3 fois par jour. 3 fois par jour, absolument, c'est vrai. Alors maintenant, c'est pas complètement vrai, parce qu'on dit qu'ils le jettent 3 fois par jour, mais je crois qu'ils essayent de se racheter une petite conscience où ils le jettent qu'une fois par jour maintenant. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, ils le changent qu'une fois, juste pour la séance du soir, la séance de 20h, me semble-t-il. Non, je retiens évidemment des belles rencontres, je retiens beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, beaucoup d'engueulades aussi, avec les associés, avec les créatifs surtout. Voilà. Aller Et là, vendre vous les avez idées des autres, c'est très complètement compliqué. arrêté. Ouais, Tout. La communication, la publicité. ouais, Les Argentins, We Are Victoria, terminé. terminé. D'accord. Vous êtes parti vivre en Argentine justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé un matin? Vous vous êtes dit quoi? Quand je travaillais sur l'île de la Jatte, il me fallait à peu près 1h30 pour rentrer à Vincennes, là où j'habitais. Et Donc puis, vous êtes resté longtemps quand même en je région suis- parisienne. Ouais, je suis resté 12 ans. Ouais. Ok. Ouais. Après mes études, je suis resté 12 ans. Et puis un soir, je rentre à la maison et je dis, écoute, c'est plus possible. Voilà, moi, j'ai pas payé pour cette villa. On vit dans un 32 mètres carrés, on a 2 enfants. Ça fait 1h30 que je suis coincé dans la voiture. Moi, tu vois, je suis niçois, quoi. Voilà. Donc moi, je peux pas. Moi, c'est pas possible. La gueule des gens, la pollution, les bouchons, c'est plus possible. Donc on se casse. Et donc ma femme pensait que j'allais la quitter ce soir-là. Et en fait, je lui dis, non, on se casse. C'est-à-dire qu'on y va ensemble. Et puis, quelques temps après, on est invité par une... Donc là, au départ, il se passe rien. Vous êtes juste en colère. Vous allez vous coucher. Je suis très en colère. Je vais faire Vous un ne pensez tour. pas tout de suite à l'Argentine?
Non, À ce pas moment-là, du vous tout. dites on va retourner à Nice. En fait, je me dis, on s'en va. On va casser en fait ce schéma-là parce qu'en fait, il me plaît pas, il me plaît plus, j'en peux plus. Alors à l'époque, on appelait ça un burn-out, on appelait ça une crise de là. J'avais pas 40 ans encore, mais voilà. Donc je voulais absolument casser cette routine-là et pouvoir profiter en fait de ce que j'avais construit en réalité et du modèle avec lequel j'avais grandi, c'est-à-dire jouer au tennis avec mes enfants au soleil, aller au bord de la plage et pouvoir manger un pain bagna avec les copains. Quelques semaines plus tard, on est invité à un mariage de la collaboratrice de ma femme qui partageait son même bureau en Argentine. Et puis on décide d'y aller. Et là, c'est une histoire vraie, pour le coup, je la raconte, mais elle est vraie. On me propose en fait d'aller faire un tour à cheval dans la Pampa, dans le cadre de ce mariage et des fêtes à peu près tous les jours. Et puis je me retrouve sur ce cheval-là dans la Pampa et en revenant, je ne savais pas spécialement faire de galop, enfin pas du tout même. Et puis en revenant, je me dis, en fait, c'est là que je veux être. Voilà, je veux rester là, je veux plus partir. Voilà. Et puis depuis ce jour-là, on a pris la décision ensemble de partir en Argentine. Et 3 semaines ou un mois plus tard, je crois, on était Ça a été très argentin. rapide. Extrêmement rapide. Et là-bas, vous avez monté une boîte, vous avez fait quoi? Non, j'ai fait un MBA. En fait, j'avais toujours ce petit, alors pour le coup, syndrome de l'imposteur face aux grands PDG dont on parlait, alors les Maurice Lévy et les autres, en fait. Je me disais en fait qu'il fallait que je prenne un tout petit peu d'épaisseur et c'est pour ça que j'ai été faire un MBA dans une école de commerce en Argentine. Et dans le cadre de ce MBA, qui a duré 2 ans, parce que je l'ai fait en part-time, on m'a proposé de monter une entreprise virtuelle. Et puis moi, je leur ai dit, en fait, non, on ne va pas monter une entreprise virtuelle, on va monter une vraie entreprise. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Les Argentins, qui était un véritable pont entre la créativité en France et la créativité en Argentine, qui était classée à l'époque, et je crois qu'elle est d'ailleurs toujours parmi les 5 meilleurs au monde. C'est-à-dire qu'en fait, en Argentine, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Et il n'y a souvent pas d'argent là-bas. Et c'est devenu quoi, Les Argentins, depuis? On a fêté nos 10 ans, on a soufflé notre 10e bougie avec mon associé, et puis un jour je lui ai annoncé que je voulais arrêter parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais crevé, parce que j'étais rincé. Voilà, j'avais plus le courage de faire le Nice-Paris, le Nice-New York, le Nice-Buenos Aires à peu près toutes les semaines. Donc on a terminé notre dernière campagne, on a fait une grande fête, et puis on a mis la clé sous la porte. Sans regret? Sans regret, aucun. Quand est-ce que vous êtes rentré en France? Qu'est-ce qui vous a ramené en France? Ce qui m'a ramené en France, c'est mon fils qui un jour me dit tu vois papa, demain c'est mon anniversaire et papy il sera pas là. Je lui dis ben ouais effectivement tu sais, mais il me dit mais de toute façon il est jamais là, enfin il n'existe pas papy. À ce moment-là il a je crois 3 ou 4 ans et je lui dis mais bien sûr qu'il existe. À l'époque on se parlait sur Skype et en fait il est là pour les fêtes, il te souhaite, il te parle. Il me dit oui non mais enfin il n'existe pas, tout ça c'est que des images. Et là en fait je dis à ma femme écoute je pense qu'il est temps de rentrer. Mais pas à Paris. Pas dans 32 mètres carrés à Vincennes. Surtout pas à Paris. Donc Nice. Donc Nice, et puis on rentre avec, je crois qu'on rentre avec 7 000 € en poche, ou 5 000 € en poche, je crois, avec ma femme. Et puis on se débrouille en fait pour trouver un appartement, on se débrouille pour inscrire des enfants dans une école, on se débrouille pour se faire aider par 2-3 copains. Et puis j'avais cette entreprise que je venais de créer qui commençait un peu à bricoler, les gens avaient envie de me faire confiance, parce que l'histoire était belle, parce qu'ils avaient envie d'essayer, parce que l'Argentine c'était un peu en vogue. Et puis voilà, tout a décollé assez rapidement d'ailleurs. Assez rapidement. Et après Les Argentins, vous avez monté We Are Victoria. We Are Victoria, c'était un petit Les Argentins, mais à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, voilà, comme j'ai plus envie de voyager, comme j'ai plus envie de faire toutes ces grandes campagnes-là, j'aimerais bien défendre un petit peu les valeurs et les entreprises de ma région. Et donc, j'ai été taper à la porte en fait, des entreprises voilà, qui sont à Nice et autour. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est difficile de faire des très grands films publicitaires internationaux et d'arriver à faire des petits flyers ou aller faire des petites campagnes en fait tout à fait locales où on doit discuter avec les gens de Nice Matin en fait sur le pourquoi, du comment, etc. Ça n'a pas marché. Voilà. Puis après, le Covid est arrivé, donc finalement, c'était une bonne chose. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir à votre place? Parce que plusieurs fois, vous avez parlé de ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je crois que je suis vraiment à ma place. Avec Efernel? Ouais, je crois que je Mais suis vraiment à pourtant, ma vous place. n'arrivez pas à dire que vous êtes artiste. Non, mais en tout cas... Vous êtes quoi, un entrepreneur dans l'art? Non, je crois que je suis en construction, je crois que je suis en devenir. On parle d'artistes émergents. Alors moi, j'aime bien cette idée-là, en fait. J'aime bien, tu vois, vous voyez, j'étais dans un pays émergent, en fait, qui était l'Argentine. Moi, ça me va bien, en fait, de me dire que je suis en construction, je suis un artiste émergent. Je suis à ma place. Et puis d'ailleurs, hier, je discutais avec une amie qui me disait, on choisit un peu le métier qui nous soigne. Et je crois que ce métier-là me permet aussi de laisser une trace de mon histoire, et plutôt une jolie trace en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est quoi? De quoi il faut vous soigner, Didier? De toutes ces histoires que j'ai pas pu raconter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vécu des choses véritablement incroyables, en tout cas merveilleuses selon moi, et je crois que j'aimerais que les gens le sachent en fait. Pas par ego, mais simplement
on appelait ça à l'époque spread the love, pour essayer d'envoyer un petit peu d'amour en fait autour de moi et montrer qu'il y a des gens qui sont heureux, et puis on n'a pas à le cacher, on n'a pas à cacher en fait qu'on a eu une enfance heureuse et qu'aujourd'hui on est très heureux et que Donc vous voulez continuer à raconter une histoire, Oui, que vous voulez raconter la vôtre, quoi. La mienne, c'est ça. Donc pour vous, ce projet, c'est quoi? C'est une revanche, c'est une libération, c'est un accomplissement? Ça va aller où, là, Efernel? En fait, je pense que c'est un peu tout ça en même temps. C'est un accomplissement, c'est une revanche, c'est une liberté en fait. C'est une liberté de créer. Je me retrouve aujourd'hui dans mon atelier avec un tout petit peu de musique, en train de découper le tapis en fait. Et là, j'ai 4 ans ou 5 ans et j'apprends à tenir un ciseau, par exemple, des ciseaux. J'apprends à tenir un pinceau et je me dis finalement, mais quel luxe d'avoir ce temps-là. Quel luxe d'être libre à ce point-là, de pouvoir faire exactement ce qu'on veut à ce moment-là. Je ne sais pas où il ira, ce projet. Est-ce qu'il ira au Palais de Tokyo? Est-ce qu'il ira au Centre Pompidou ou au MoMA à New York? Est-ce qu'il ira au Palais des Festivals? J'en sais rien. Je suis en train de finir le documentaire que j'ai tourné en Bolivie sur le lac de Sel. Voilà, j'aime beaucoup ces images, j'aime beaucoup ce travail. J'aime surtout les gens avec qui on l'a fait. Des gens passionnés, passionnants. Et je ne sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, j'espère que voilà, mes enfants seront fiers de tout ce que j'ai fait, en tout cas à partir de là. Et en Bolivie, les gens avaient une notion de ce qu'était ce morceau de tapis rouge que vous aviez apporté? Du tout. Non, du tout. Au départ, il y avait un petit peu de méfiance parce qu'ils pensaient qu'on venait polluer en fait, le lac de Sel. Et puis au fur et à mesure, quand on leur a montré qu'on prenait beaucoup de précautions et que c'était un projet artistique et ce qu'on appelait du land art et que c'était une performance, en réalité, ils se sont tous mobilisés en se disant voilà, ok, ce gars est un peu fou, mais on aime bien cette folie. Et puis souvent, les gens sont plutôt fiers qu'on vienne les voir. Ils nous remercient un peu comme en Argentine. Les gens nous disent merci d'être venus tourner ici, merci d'être venus considérer en fait le lac de Sel comme quelque chose voilà, duquel vous avez envie des images que vous avez envie de montrer au monde entier. En fait, ils sont plutôt fiers de ça. Alors après, c'est un peu compliqué en ce moment en Bolivie avec l'histoire du lithium et les élections, puisqu'ils veulent en fait, voilà, exploiter des mines de sel pour en extraire le lithium. Beaucoup de Chinois et d'Américains sont déjà sur le coup, et des Russes aussi, mais voilà, donc il fallait pas être tellement tarder. Et c'est quoi le prochain voyage? Vous n'allez pas aller voir la mer Morte? Non, parce que le ça y est, sel de la mer Morte, le sel, ça y est, on l'a déjà fait. Même s'il y a un côté sacré qu'on n'avait pas en Bolivie et qui m'intéresse. Non, je pense à chercher en fait de la roche très très noire, peut-être un volcan, Hawaï peut-être. Voilà, pour essayer de montrer ce contraste. Il y a Pompéi, en fait. Un peu moins loin. Ouais, mais Hawaï, ça fait un peu plus rêver quand même. Ah bon? Ouais, moi je trouve. Ouais. C'est deux rêves très différents. Pompéi, c'est l'Europe. Cannes, c'est l'Europe. Ouais, Hawaï, c'est la mer. On a un peu grandi avec surf, ces images. Quoi. C'est le surf, c'est tout ça. C'est ce avec quoi j'ai grandi. C'est marrant. Vous êtes un type qu'Hawaï fait plus rêver que Pompéi? Oui, aujourd'hui, oui. D'accord. Ouais. Demain, je sais pas, je pense à Madagascar aussi pour aller faire des images sur la canopée, par exemple. Je pense à, je sais pas, peut-être aller en Sibérie et aller poser du tapis en fait pour montrer justement le côté éternel de cette neige qui ne disparaît jamais et ce tapis qui, j'espère, disparaîtra jamais. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, c'est la neige a des chances de disparaître. Hein. Là-bas, je sais. Oui, enfin là-bas, peut-être un peu moins qu'en Europe ou que au-dessus de Nice, je sais pas. Mais vous voulez à chaque fois aller y faire des films. Moi, je me suis toujours posé une question. Alors évidemment, ce sont des films qui sont faits pour être diffusés dans des musées, dans des expositions. Oui, dans des écoles peut-être aussi. Expliquer en fait pourquoi on a un tapis rouge à Cannes, pourquoi on a un festival à Cannes. En fait, c'est quoi le festival de Cannes? Est-ce qu'on sait aujourd'hui que le cinéma est français? Est-ce qu'on sait aujourd'hui que les Frères Lumière? Si vous allez tourner des images du tapis rouge à Hawaï, en quoi ça raconte ce qu'est le festival de Cannes? En fait, ça le rend sexy, du coup, le tapis. Aujourd'hui, on pense que le tapis, c'est juste un morceau de plastique en fait, qui est là pour révéler en fait, des personnalités de moins en moins en rapport avec le cinéma, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses en fait, montent les marches. Ils deviennent en fait des espèces de panneaux publicitaires pour les grandes marques. Et ça fait le jeu. Enfin, je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça, il en faut, et ça va très très bien. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un côté de l'histoire du Festival de Cannes que j'aimerais raconter. Il y a peu de gens qui savent en fait que le Festival de Cannes est né en contrepoint du Festival de la Mostra de Venise, qui était le seul festival en fait de cinéma au monde avant la guerre. Et puis en fait, ce festival, au fur et à mesure, est devenu un festival de propagande, puisqu'en fait, il a été coopté par Goebbels, malheureusement, et puis via Hitler et Mussolini. Et en fin de compte, la Mostra de Venise était devenue un outil de propagande mondiale, internationale, des idées fascistes, antisémites de ces gouvernements. Et puis là, en fait, on a un monsieur, d'ailleurs, dont j'aimerais beaucoup rencontrer sa fille, qui est encore vivante, qui s'appelle Hélène Zé. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Zé, en fait, qui décide de claquer la porte en fait, de cette cérémonie avec Philippe Erlanger et qui nous dit voilà, la France arrêtera d'envoyer des films en fait, dans cette Mostra.
Et on va créer notre propre festival. Et on va appeler ça en fait le Festival du Monde Libre, ou le Festival des Libertés, qui ne devait pas d'ailleurs nécessairement se tenir à Cannes au départ. Et puis toute cette histoire-là de ce combat en fait de deux hommes qui ont réussi à créer un festival du 7e art, je crois que c'est une belle histoire à raconter. Et pour le coup, elle est vraie, celle-ci. Et je crois que nos enfants et puis tous les cinéphiles, et pas seulement en France, mais du monde entier, devraient comprendre que en fait, ce festival, c'est pas juste en fait des célébrités qui montent 24 marches. C'est pas juste en fait des films qu'on comprend pas qui sont primés. C'est pas juste des marques qui viennent s'approprier en fait Cannes pendant 15 jours et après on jette le tapis en fait quand on n'a plus rien à en faire. Voilà, je pense que il faut aller chercher dans l'histoire des fondamentaux et qui viennent justifier en fait la raison d'exister, la raison d'être en fait de ce festival qui est une chance, je pense, qui est une chance pour la France, qui est une chance pour la ville de Cannes, qui est une chance pour tous les cinéphiles. Et de là, on va comprendre en fait comment est arrivé le tapis rouge et puis peut-être ce qu'on en fait du tapis rouge aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre d'art, parce qu'on va remonter le fil. Et vous avez envie de collaborer avec d'autres artistes? Ouais, peut-être. Je suis pas contre. Pour l'instant, j'ai envie d'exister par moi-même. J'ai pas très envie que d'autres, en fait, S'approprient votre ouais, travail. s'approprient le travail parce que voilà, je crois que c'est une idée, mais au-delà d'être une idée, en fait, c'est un projet. Et puis, il faut que je me construise, il faut que je me trouve faut que je trouve aussi ma place par rapport à ce projet-là. Oui, collaborer, bien sûr, mais enfin, pas tout de suite. C'est comme collaborer avec des marques. On m'a déjà proposé, en fait, évidemment. On m'a dit mais attends mais il faudrait absolument appeler Louboutin parce que forcément il y a des centaines de Louboutins qui ont foulé ce tapis là, etc. Puis tu vois le rouge et puis en fait juste pourquoi faire, enfin c'est pas du tout mon propos. Enfin ça y est, les marques on les laisse de côté un instant et on va juste essayer de créer de l'art qui va interroger les gens, qui va perturber les gens. Je sais pas si perturber c'est le bon terme, mais en tout cas qui va mobiliser les gens en fait autour d'une œuvre qu'on trouvera peut-être belle ou pas au départ et qui viendra raconter en fait mon histoire et puis celle du festival par la même occasion. Il y a un truc qui est assez drôle dans cette histoire-là, c'est que ce tapis, en fait, il naît comme œuvre d'art et en même temps, il me fait naître comme artiste. Et j'aime bien cette idée de faire naître en fait. Vous êtes né le même jour que le tapis rouge, quoi. Oui, un peu, ouais. Bah, quelque part, si. C'est un peu ça, ouais, effectivement. Ouais. On a évoqué votre femme, elle s'appelle Jessica. Oui. Vous travaillez ensemble aussi d'une certaine façon. On a travaillé ensemble parce que, en fait. Alors qu'elle est architecte, hein, on le rappelle. Ouais, elle est architecte. En fait, on a travaillé ensemble parce que quand on a commencé à gagner un petit peu d'argent dans la publicité, on a découvert qu'il y avait des gens qui payaient très très cher pour venir à Cannes, que ce soit dans des festivals, dans des congrès, en séminaire ou même l'été. Ils payaient très très cher en fait pour séjourner dans des appartements à Cannes. Et puis, moi qui ne suis pas du tout vénal, en tout cas, j'ai pas grandi en fait avec ces idées-là, dans cette éducation-là. Je me suis dit, ok, voilà, on a un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et puis là, on a commencé à acheter un appartement à Cannes, qu'elle a évidemment complètement repensé, réaménagé, et on l'a loué en fait pour les festivaliers qui venaient à Cannes. Et puis ensuite, on en a fait un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis la banque venait me voir en disant, mais c'est incroyable, on comprend pas comment vous faites pour ramener 3 fois, 4 fois en fait le prix du crédit en fait qu'on vous a prêté et puis vous voulez pas encore en racheter un autre et puis un autre et puis un autre. À l'époque les crédits étaient à moins d'1%. Et puis voilà comment j'ai collaboré avec ma femme et en lui disant écoute arrête de bosser pour les autres, viens on bosse que pour nous. Enfin finalement c'est un peu ça l'idée, non? C'est juste de travailler pour nous et voilà comment j'ai collaboré avec Jessica qui a signé des projets assez incroyables et Dieu merci, elle n'a pas fait que des projets pour nous d'ailleurs, elle a fait de magnifiques projets en fait en Argentine aussi et puis maintenant beaucoup voilà, un peu à Monaco, un peu à Saint-Tropez, un peu à Cannes, un peu à Nice. Tout en voilà. vous faisant aussi 3 enfants. Absolument. C'est ça. Voilà. Mais là, elle n'est pas dans le projet Infernel. Est-ce qu'elle vous a encouragé, ceci dit? Elle m'a soutenu, je ne sais pas si elle m'a encouragé, Okay, elle vous a soutenu, mais elle ne veut pas en fait rentrer dans le projet. C'est-à-dire que même des fois quand je lui dis écoute ça te plaît, elle me dit écoute j'ai pas à te répondre. Bon, elle est ashkénaze. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez elle? Elle est incroyable, c'est une femme complète. Elle coche à peu près toutes les cases. Elle est belle, elle est cultivée, elle est rayonnante. C'est une maman incroyable, c'est une femme incroyable. Elle cuisine divinement bien. Pour une ashkénaze. Ce qui est important pour un Tunisien. Oui, parce que pour une ashkénaze, c'est assez rare. Ouais, c'est assez rare. Non, alors, elle est déterminée en fait. Et puis elle a le sens de l'engagement. Elle a qu'une parole en fait. Et de façon plus générale, qu'est-ce qui vous bouleverse chez une femme? Longtemps, ça a été sa voix.
Euh, Ouais, je dirais la voix, en fait. La voix, et puis ce côté où on n'a pas de temps à perdre, en fait. J'aime bien. J'aime bien. Quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois, on sortait pas encore ensemble, et puis elle me dit, écoute, tu vois, ça sert à rien d'arriver avec un quart d'heure de retard, en fait, au dîner, parce que chez moi, ça marche pas. Voilà. Bah, en même temps, ça marche chez personne. Hein. Et bah, je sais pas, il y a plein de mecs qui arrivent, qui Quoi? se disent, non, mais il y a plein de mecs Mais qui vous se avez disent, lu ça où, bah, je Didier? vais arriver un peu en retard parce que je suis coté un peu, voilà, je suis. Bon, et puis à Paris, on a l'habitude d'arriver en retard, mais à cette époque, elle me dit, écoute, voilà, si tu me dis je t'appelle et tu m'appelles pas, et si tu me dis t'arrives en retard, enfin, tout ça, ça marche pas chez moi. Et j'ai aimé ce côté, voilà, on est là, on va pas jouer au chat et à la souris. J'aimais bien ça chez elle. Je l'adore. J'aime toujours. Vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre absolument? S'il y avait une valeur très importante pour vous, ce serait laquelle? J'aime bien l'idée de la légèreté, j'aime bien l'idée du plaisir. Voilà. J'aime bien l'idée d'arriver à dédramatiser en fait un certain nombre de choses. Voilà. C'est-à-dire que en fait, on se dit ok, et viens, on s'en fout. C'est-à-dire que ok, et donc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a une épreuve, c'est difficile, mais si on regardait un peu les choses différemment, si on abordait le problème en fait d'une autre manière, est-ce que ce serait pas déjà trouver une partie de la solution? Et voilà, j'aimerais leur donner en fait, leur transmettre ce côté, voilà, qui m'a fait naître aussi en se disant, en fait, c'est pas très très grave. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir les choses différemment et avec un peu de légèreté, un peu d'humour et un peu de décalage, on peut arriver à solutionner les problèmes. Ça, c'est votre côté séfarade. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Quel âge ils ont, les enfants? Bientôt 21 ans, 18 ans et 11 ans. C'est votre fille qui a 21 ans Oui, c'est ça. et qui est en 4e année de médecine. Ouais, Vous êtes fiers? très. Vous Ouais. pouvez l'être. Hein. Un petit bout de femme incroyable qui s'est construite par elle-même. On n'a pas de modèle en fait, on n'a pas de médecin dans la famille. On a un oncle, voilà, qui est à la retraite depuis toujours, mais Il appréciera. qui était généraliste, généraliste. Donc voilà, en fait, il faisait des visites à domicile, donc c'est drôle parce qu'il passait plus de temps à boire des coups et à manger qu'à soigner les gens. Mais c'était aussi sa façon de soigner les gens, je crois, à l'époque, et c'était super. Mais non, je crois qu'elle a une vraie capacité à faire du bien autour d'elle en fait. Comment elle s'appelle? Eléa. Et le deuxième s'appelle comment? Even. Et le troisième? Amos. Et Even, vous en occupez ou on fait Oui. comme avec vous Alors oui, on le nourrit et on l'élève pas? Non. Alors Even, on s'en occupe un petit. Enfin, alors je vais pas en dire un petit peu plus qu'Eléa, mais forcément, on se projette à travers lui, il se projette à travers moi. C'est-à-dire que on a très vite, je lui ai très vite transmis en fait le goût du tennis. Donc d'un coup, il a voulu devenir en fait champion de tennis. Mais donc c'est un second dont on s'occupe. Donc c'est possible d'être un deuxième d'une fratrie. Oui, parce qu'en fait c'est un second, mais c'est le premier garçon. Ah. Alors il n'y a pas de Vous vous préférence du rendez tout. compte? Non, mais il y a pas de Vous préférence. êtes encore bien ancré. Vous n'êtes pas tellement déconstruit finalement. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on partage du temps avec une fille qui n'est pas forcément le même qu'on partage avec un garçon. D'accord. Voilà, moi, ma fille, elle a jamais rêvé d'être championne de tennis. Mais est-ce que vous lui avez mis ça dans la tête? Oui, au départ, mais c'était Est-ce pas qu'elle son a eu truc. le droit de toucher une mais raquette? bien sûr, mais comment ça? Promettez, hein. Mes raquettes en plus. Vos raquettes, vous lui Mes avez raquettes. prêté vos Ouais, raquettes? c'était un peu lourd à l'époque. pour elle. Waouh, vous êtes vraiment un père incroyable. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous? Un moyen de pouvoir arriver à faire un moyen d'être libre. En tout cas, si je le ramène à l'argent qu'on a eu, si aujourd'hui je peux me permettre de développer en fait de manière complètement désintéressée, en tout cas financièrement parlant, ce projet Fernel, c'est grâce à l'argent qu'on a su fabriquer toutes ces années avec ma femme. Donc je crois que oui, ça doit participer à la liberté en fait. C'est quoi le plus beau compliment qu'on vous ait fait? Vous êtes ma plus belle histoire. C'est ma banquière qui m'a dit ça, à ma grande surprise. Non, mais vous m'étonnez si vous lui ramenez 4 fois le prix du crédit. Bah oui, non mais c'est ça, elle me dit. Le plus écoutez, beau compliment qu'on vous ait fait, c'est votre banquière à qui vous le devez. Vous savez que ça, c'est un moment culte de cette émission. c'est incroyable. Vous devez être mon J'étais 150e épisode et là, tellement vraiment, vous venez de me faire l'année, en fait. C'est ma plus belle histoire. Non, je crois que c'est Claude Lelouch qui m'a dit bravo. C'est plus chic déjà. Voilà, bravo, vous avez réussi à avoir ce que beaucoup de gens n'ont pas vu. Voilà, on parlait évidemment du tapis rouge qui avait ce potentiel, qui avait cette capacité à devenir autre chose qu'un vulgaire tapis sale en fait qu'on salissait. Voilà. Et ça vous a plu que ça vienne de Claude Lelouch? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il m'a soigné en fait. Le jour où je l'ai rencontré, je venais de me faire bâcher en fait par la directrice de la culture de la ville de Cannes, qui a trouvé ce projet horrible, qui comprenait pas mon obsession en fait pour ce rouge, pour ce vulgaire tapis sale.
Et puis en fait, le soir, je rencontre Claude Lelouch qui me dit, vous savez, moi j'ai longtemps dit en fait que je remerciais toutes ces personnes qui m'ont dit non, sans lesquelles je n'aurais jamais rencontré toutes celles qui m'ont dit oui. Et en fait, le jour où j'ai entendu ça, en fait, je me suis dit mais bien sûr, en fait. Il faut que j'aille remercier cette personne qui m'a dit non parce que je vais maintenant trouver toutes celles qui m'ont dit oui. Et celle d'après, la personne qui m'a dit oui juste après, c'était David Lisnard. Donc c'était pas si mal. Belle petite revanche. C'est quoi votre plus grande qualité, Didier Zakin ? Je sais pas, il faudrait demander ça à ma femme. Je sais pas, d'être cool. Enfin non, je sais pas. Peut-être et votre plus gros défaut ? Ça peut être votre femme aussi ? Ouais, non. Plus grand défaut, c'est un peu ce côté, nonchalant parfois. C'est pas très grave si on est en retard, c'est pas très grave si voilà. Mais ça me poursuit en fait l'exactitude, enfin la ponctualité. Bah pourtant ce matin vous étiez parfaitement à l'heure. Ouais, parce que en fait j'avais faim et je voulais partager les croissants avec vous, c'est pour ça. À quoi reconnaît-on vos vrais amis ? Ceux qui sont là dans les pires moments. Oui, qu'on appelle quand ça va vraiment, vraiment pas. Les autres, c'est des potes, c'est des copains. Est-ce qu'il y a une phrase ou un mantra qui ne vous quitte pas ? Je dirais que celle de Claude Lelouch, elle me poursuit parce que en fait, chaque fois que je me prends une bâche avec ce tapis rouge, je pense à lui et je remercie les gens qui me disent non. Donc j'aime bien cette phrase-là. Non, il y a dans le générique de Tant qu'il y aura des hommes, il y a une phrase qui m'interpelle à chaque fois. C'est celle qui est issue d'un film qui dit « Tu seras un homme, mon fils ». C'est pas un film, c'est un poème de Kipling. Ça a été repris dans un film ? Oui, sûrement, mais en fait, c'est une lecture du poème. D'accord. Et en fait, je me disais « Tu seras une femme, ma fille », en fait, ça donnerait quoi ? C'est on ne naît pas femme, on le devient, non ? Ouais. Bon, va falloir qu'on travaille le sujet. Est-ce qu'il y a une soirée ou un jour que vous aimeriez revivre ? Le jour où... il y a un jour que j'aurais aimé vivre plus tôt et que j'ai pas pu vivre à cause du décès de mon grand-père. C'est le jour de ma bar mitzvah. J'ai pas fêté de bar mitzvah. J'ai pas célébré en fait mon passage à l'âge adulte dans la religion juive. Vous avez juste fait la cérémonie à la choule ? On a juste fait une cérémonie en fait à la synagogue, mais j'ai pas eu la fête. J'étais pas le roi de la soirée. Parce que votre grand-père est mort ce jour-là. Ouais, enfin quelques jours avant, et du coup on a interdiction en fait de célébrer en fait, donc de mettre de la musique et de se réjouir en fait parce et pourquoi on n'a pas décalé votre bar mitzvah ? Parce que ça y est, j'ai plus 13 ans. Un an après, j'ai plus 13 ans, donc moi on m'a pas mis sur la chaise, on m'a pas. Ouais, c'était un peu triste. Alors après, je me suis rattrapé. Mais... À votre mariage, on vous a mis sur la chaise ? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Mais voilà, s'il y a un jour que j'aurais aimé vivre, c'est celui-ci. Parce que en fait, je pense que c'est important pour un enfant de se sentir important ce jour-là. Et bien sûr, il y a tout le cirque autour de la célébration, de la fête, etc. Mais ouais, ça m'a manqué, ça m'a fait défaut. Ouais. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour le plus tard possible ? Bien sûr. À 120 ans. Ouais. Tu vois, j'existe en fait. D'accord. Ouais. C'est ça que vous aimeriez entendre ? Ouais, j'aimerais entendre ça parce qu'en fait, on le sait pas. En fait, on n'a pas de preuves. On toujours sait pas. Pas. Non, on sait toujours pas. En fait, non, on n'a toujours pas de preuves. On sait pas. On aimerait bien qu'il nous envoie quelques messages. Alors, vous en pensez quoi, vous ? Du fait qu'il existe ou pas ? Ouais. J'en sais rien. Je sais pas. En fait, il y a trop de choses qui sont inexpliquées. La Shoah, le 7 octobre. Le 13 novembre. Le 13 novembre, absolument. J'espère, voilà, qui arrive. Ouais, il y a trop de choses qui sont inexpliquées en fait pour se dire qu'il existe et que tout ça s'est fait consciemment, en tout cas qu'il l'a souhaité en tout cas. Donc ça, c'est très difficile. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Merci infiniment. Merci Julia. Didier Zakin, c'était super de vous avoir. Longue vie à ce projet Efernel. Vous le savez puisque vous écoutez Tant qu'il y aura des hommes. Les mots de la fin vous reviennent. Ça se trouve, vous avez même bossé pour ne pas rien avoir à dire. Donc, vous êtes prêts ? C'est à vous. Alors, Tant qu'il y aura des hommes. Alors au départ, j'avais envie de dire il y aura du rouge. Ouais. La couleur, on le précise à nos auditeurs. Et puis je pense que ça fera beaucoup rire ma femme que je dise il y aura des chaussettes un peu partout dans la maison. Très bien. Merci infiniment. Merci. Portez-vous bien. Bon retour à Nice, à Cannes. Embrassez pour nous la Méditerranée. Merci. Tant qu'il y aura des hommes.